Bim 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 bum bum bum. 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 Bim bim. Une conférence-débat organisée en lien avec le GREP, Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective Midi-Pyrénées, avait lieu à la librairie Ombre Blanche samedi 29 janvier 2022 avec Dorian Astor autour de Amitié d'astre, Nietzsche et Wagner. Dorian Astor est docteur en philosophie, spécialiste de Nietzsche, auteur, traducteur et actuellement dramaturge du Théâtre du Capitole. Mi respiración como entra prisa le tibio y no puedo callar la razón. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Quelques mots d'accueil pour Dorian Astor, que je remercie vivement d'avoir accepté cette invitation et plutôt d'avoir proposé aussi une conférence. Nous devons sa présence d'abord à lui-même et à sa qualité aujourd'hui en partie de Toulousain, puisque Dorian Astor est depuis quelque temps un collaborateur important du Théâtre du Capitole et de l'opéra dont il est dramaturge. Et nous lui devons les émotions de la flûte enchantée au mois de décembre, qui a été, malgré tous les aléas, et avec beaucoup de chance d'avoir échappé au désastre, je crois un très gros succès de la fin de la saison du Capitole et de la fin de l'année. Et une Papagena dans la salle, Ben, en verre. Donc très bien, donc nous aurons en plus une leçon de chant à la fin, c'est magnifique. Et puis, mais vous êtes là parce que cet après-midi, enfin à 17h, vous donnerez aussi, alors c'est une courte conférence suivie d'un débat sur un ouvrage plus récent qui s'appelle La passion de l'incertitude, donc vous trouverez à la sortie près de la caisse, et donc ce travail sur Nietzsche qui est inédit et qui a été publié en folio essai, c'est ce que je vous avais proposé de présenter. Bon, vous avez réorienté en mettant Wagner, si je veux dire, pardonnez-moi, dans la boucle. Voilà, donc on va vous entendre c'est une conférence sur Nietzsche et Wagner. Après quoi, voilà, toutes les questions, j'imagine que toutes les questions sont autorisées. Hein. Oui. Bon, voilà. Enfin, sur Nietzsche, sur Wagner, ou Nietzsche et Wagner. Bon, très bien. À vous, on vous écoute. Merci. Regardez s'il est bien. C'est bon ? Allô. Oui, vous m'entendez. Très bien. Christian, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être ici, dans cette librairie qui est mythique, et à Toulouse, qui m'adopte peu à peu et en partie. Je ne vis pas ici, mais pas très très loin, et je viens très très souvent pour le Théâtre du Capitole. Et voilà, je suis très heureux d'être de plus en plus toulousain. Merci de votre présence. J'ai intitulé ma conférence Wagner et Nietzsche, une amitié d'astre. Alors Wagner et Nietzsche, comme disait Christian, il m'avait demandé de parler de Nietzsche. J'ai beaucoup parlé de Nietzsche dans ma vie. J'avais pas envie de recommencer simplement un exposé sur Nietzsche. Je voulais, ne serait-ce que symboliquement, retrouver un lien avec un autre domaine qui me tient extrêmement à cœur, qui est l'opéra, et qui était un petit clin d'œil amical au Théâtre du Capitole. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui du rapport de Nietzsche à Wagner. Alors, une amitié d'astre, c'est une référence à un aphorisme du Gai Savoir de Nietzsche, l'aphorisme 279, dont je vous lis la fin. Il est probablement une immense courbe invisible, une immense voie stellaire, où nos routes et nos buts divergents se trouvent inscrits comme d'infimes trajets. Élevons-nous à cette pensée. Mais notre vie est trop brève, notre vision trop faible pour que nous puissions être des amis davantage qu'au sens de cette possibilité sublime. Et ainsi nous voulons croire à notre amitié d'astre. Dussions-nous être ennemis sur la terre? Dans cet aphorisme, Nietzsche ne nomme pas Wagner.
Certains interprètes songent plutôt à Lou Andreas Salomé, avec qui Nietzsche a eu une relation fort tumultueuse. On peut, de manière plus générale, comme on retrouvera dans Zarathustra, y voir une conception extrêmement haute, sublime de l'amitié, articulée à l'inimitié en général, mais il me semble que ces lignes s'adressent très profondément à Wagner, qui aura été à la fois l'ami, le maître, et puis l'ennemi et celui dont il faut se détacher, auquel il faut s'arracher. Il se trouve que Wagner a été l'un des événements à la fois biographiques et philosophiques les plus importants de Nietzsche, au point que Wagner n'est pas simplement un individu auquel Nietzsche aura été lié puis duquel il se sera séparé. Wagner, le nom de Wagner deviendra un chiffre, le symbole pour une situation culturelle et conceptuelle contre laquelle Nietzsche aura à se battre. Commençons donc un peu par la biographie. Il se trouve que Nietzsche rencontre personnellement Wagner en 1868. Nietzsche a 24 ans. Il le rencontre à Leipzig, où il est étudiant, d'abord en théologie et puis en philologie. Et à Leipzig, Nietzsche est invité à un dîner chez Wilhelm Brockhaus, qui est un éditeur et qui est le beau-frère de Wagner. Et à cette première rencontre, Nietzsche est absolument bouleversé par la personnalité de Wagner et il écrit à l'un de ses amis tout de suite après le dîner, il écrit « J'ai rencontré en la personne de Wagner l'incarnation de ce que Schopenhauer, le philosophe Schopenhauer, appelle un génie. » Et de fait, Wagner et Nietzsche, Wagner donc a 55 ans à cette époque-là, hein, Wagner et Nietzsche vont se retrouver autour d'une admiration, d'une vénération commune pour le philosophe Schopenhauer. Nous reviendrons évidemment sur Schopenhauer, qui a été extrêmement influent sur les jeunes années de Nietzsche et qui a été un point de rupture, un point de conversion extrêmement important pour Wagner. Mais pour l'instant, voyons ce que Schopenhauer entend par le terme de génie, puisque Nietzsche nous dit Wagner est l'incarnation du génie, selon Schopenhauer. Schopenhauer écrivait que le génie est celui qui contemple, non plus à titre d'individu, mais à titre de pur sujet connaissant. L'artiste nous prête ses yeux pour regarder le monde, dégager l'essence des choses qui existent hors de toute relation. Voilà le don inné propre au génie. C'est-à-dire que le génie est celui qui, comme le philosophe platonicien d'une certaine manière, va s'élever au-dessus du monde empirique pour contempler directement le monde des idées, le monde en soi, le monde absolu. C'est donc sur cette base que Nietzsche va définir une première fois la personnalité de Wagner. Très vite, il lit, il découvre ses livrets, il lit ses traités théoriques, sur lesquels nous reviendrons. Il va en être extrêmement influencé. Il se trouve que l'année suivante, en 69, Nietzsche est nommé à l'université de Bâle, professeur de philologie, pas de philosophie, très jeune professeur, il n'est même pas docteur, et il va se trouver à proximité de Wagner, qui vit en Suisse, à Tribschen, pas très loin de Lucerne, où il va passer de 69 à 72, des années absolument décisives. Il ne sera pas très heureux à l'université de Bâle, il sera très heureux en la compagnie des Wagner, Richard et Cosima. Cosima Liszt, qui n'est pas encore Cosima Wagner, ils ne sont pas encore mariés. Et ils apprendront à se connaître, ils auront des échanges extrêmement profonds et fervents pendant ces années-là, au point que Nietzsche appellera Tribschen, la maison de Tribschen, magnifique, au bord d'un lac, l'île des bienheureux.
La première conséquence philosophique de cette rencontre, c'est la publication en début 1872 du premier ouvrage de Nietzsche, La naissance de la tragédie. Alors la naissance de la tragédie, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un ouvrage académique, traditionnel, d'histoire grecque ou d'histoire de la littérature grecque ou d'histoire du théâtre grec. C'est dès l'abord un ouvrage extrêmement ambitieux, trop ambitieux, qui voudra brasser trop de choses à la fois. Pourquoi ? Parce que Nietzsche essaye de traiter 3 problèmes à la fois. D'une part, une question d'ordre d'histoire culturelle de la Grèce antique, c'est son métier, qui est son analyse de l'opposition et de la complémentarité de 2 principes, incarnés par 2 dieux grecs, Apollon et Dionysos. Pour le dire très vite, parce que ces affaires-là sont compliquées, Apollon est le dieu de la belle apparence et le dieu du rêve. Il est aussi le dieu des arts plastiques. Il est le dieu de la forme individuée, c'est-à-dire le dieu du monde tel qu'il nous apparaît et dont la beauté transfigure le caractère incomplet. Le monde empirique, le monde d'ici-bas est incomplet. De l'autre côté, Dionysos est le dieu non pas du rêve, donc de la production d'images, de la production de mythes, d'histoires, y compris, on y reviendra. Dionysos, lui, est le dieu de l'extase, de l'ivresse, de la rupture de l'individuation et de la forme, transcollective, par exemple, dans les Dionysies, ces bacchanales où la pulsion vitale collective se décharge comme ça et qui, au fond, nous fait apparaître, selon Nietzsche, le fond tragique des choses, c'est-à-dire ce qui se cache derrière l'apparence, derrière la belle statue grecque, se cache un fond sombre, tragique, aveugle, qui est là, pour le dire d'un mot, qui est la violence du monde, la violence du chaos, que l'art grec apollinien va tenter de transfigurer. Ça, c'est l'analyse nietzschéenne, qui est une analyse qui a eu cours longtemps, non seulement dans les études nietzschéennes, enfin qui a eu de l'influence, mais dans les études grecques. C'est-à-dire que Nietzsche a pressenti des rapports entre le dionysiaque et l'apollinien qui ont été extrêmement fructueux pour les études helléniques. Donc ça, c'est le premier problème, un problème grec, et on se dit, ok, Nietzsche est professeur de philologie, c'est normal. Mais il va ajouter un deuxième problème, qui est un problème, lui, purement philosophique, qui est celui de la métaphysique de Schopenhauer. Métaphysique de Schopenhauer, qui est elle-même un dualisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, un dualisme hérité de Kant. Schopenhauer est un héritier hérétique de Kant. Schopenhauer distingue, lui aussi, 2 mondes, ce qu'il appelle le monde de la représentation, donc le monde empirique, le monde dans lequel nous sommes, et seul monde dont nous avons l'expérience, c'est ce que veut dire empirique, le monde de l'expérience, qu'il va appeler donc le monde conçu comme représentation, et puis le monde en soi, ce que Kant appelait le monde en soi, qui est le monde tel qu'il existe, mais en dehors de notre connaissance. Nous n'y avons pas accès, nous n'avons accès qu'aux apparences. Et c'est pour ça que son grand livre s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Là, je viens de spoiler. L'en soi pour Schopenhauer, c'est là qu'il est un hérétique de Kant. L'en soi est précisément cette force que Schopenhauer n'appelle pas dionysiaque, mais qu'il va appeler la volonté, ou le vouloir vivre, ce qui est un terme beaucoup plus intéressant. La volonté a toute une tradition classique. La volonté, c'est-à-dire le libre arbitre du sujet, pas du tout. Le vouloir vivre est une pulsion quasi cosmique qui habite tout ce qui est, et qui veut vivre, même au-delà. Schopenhauer est capable de parler du vouloir vivre d'un minéral, c'est-à-dire d'un vouloir exister, d'une persistance dans l'existence. Et il dit, pour le dire très vite à nouveau, qu'il y a un conflit tragique entre le monde comme représentation, qui est le monde
apollinien des individus séparés, des formes bien définies, et du monde comme volonté, comme vouloir vivre, qui est le même, mais qui est ce monde qu'on peut imaginer en dehors de notre accès à la connaissance, et qui fait que nous sommes tous là, quoique séparés, unis, traversés, et en réalité déchirés par une espèce de pulsion cosmique qui est celle de l'existence même, et qui nous traverse sous la forme du désir, de la volonté, de l'agressivité, de l'instinct sexuel, de la volonté de puissance. Oups, c'est nietzschéen, on y reviendra, etc. Et Schopenhauer dit, le monde est tragique parce que le chaos cosmique se sépare lui-même, se déchire entre individus. En réalité, nous sommes tous un et le même de cette énergie vitale, mais nous sommes tous séparés. Et c'est pour ça que nous sommes pris dans des conflits infinis. Schopenhauer est un philosophe extrêmement pessimiste qui pense que le moteur du monde, c'est ce déchirement des individus séparés, une autre manière de dire la guerre de tous contre tous. Et Schopenhauer dit, puisqu'il est un philosophe, qu'il y a une solution, il y a même deux solutions, pour surmonter ce déchirement tragique. Il dit, excusez-moi, j'ai une parenthèse, je suis un tout petit peu long sur Schopenhauer parce que ça va déterminer absolument toute la suite pour Wagner et Nietzsche. Schopenhauer dit donc qu'il y a deux solutions pour s'élever au-dessus de ce conflit tragique. Il y a d'une part la contemplation esthétique, c'est ce que nous disions du génie, dégager l'essence des choses qui existent hors de toute relation. C'est-à-dire contempler le monde, non pas comme un sujet de désir, avec des appétits, des pulsions, mais comme pur sujet connaissant, c'est-à-dire ce que Kant aurait appelé un sujet transcendantal, une pure fonction en réalité abstraite, de la fonction sujet à la fonction objet, contemplation pure, complètement dégagée. Ce que Kant appelait la contemplation désintéressée. Première solution, donc la contemplation esthétique. Ça, c'est le rôle du génie. Deuxième solution pour s'élever au-dessus de ce conflit tragique, c'est la pitié ou compassion. Donc, nous avons un aspect esthétique et un aspect moral. Pitié ou compassion, Mitleid, en allemand, souffrir avec. Et Schopenhauer dit, voilà, justement, nous sommes tous séparés, nous sommes tous en conflit. Si, à un moment, je peux apercevoir que vous êtes traversés des mêmes désirs, des mêmes souffrances, des mêmes pulsions que moi, que nous partageons, issus, nous qui exprimons le monde comme vouloir vivre. Le jour où je comprends que vous ou moi, il n'y a pas de différence, mais que nous sommes traversés de ce même instinct, à ce moment-là, nous dépassons les conflits entre individus. Et c'est ce que fait la pitié. C'est-à-dire considérer que la souffrance d'autrui et la mienne sont une seule et même souffrance. Voilà le problème schopenhauerien. Premier problème, Apollon de Dionysos. Deuxième problème, chez Schopenhauer, le monde comme représentation et comme volonté, déchiré par un conflit tragique. Troisième problème, le problème wagnérien. Nietzsche entend, à la lecture de Wagner, il entend défendre le grand geste wagnérien qui va être de réunir le mythe, l'épopée, le drame, c'est-à-dire l'histoire d'individus d'exception, l'histoire de héros, à la musique. Idéal que recherchait déjà Monteverdi, moins d'originalité de ce point de vue-là que Wagner lui-même n'y pensait. Wagner essaye de retrouver l'essence de la tragédie grecque, il ne cesse de l'écrire, où justement les héros, et ça Nietzsche le développe aussi, les héros singuliers émergent comme des individus apolliniens à partir du cœur tragique qui lui chante collectivement. Les chœurs tragiques dans les tragédies sont issus des cultes collectifs des Dionysies. Et que c'est ce que fait le chœur tragique. Il déplore le tragique du monde et il va se donner à lui-même une figure singulière sous la belle apparence d'un héros. Ça, c'est déjà ce que Nietzsche disait. Wagner dit à peu près la même chose et il dit, voilà, l'opéra,
grande critique de l'opéra, les arts sont séparés, beaucoup d'artifices, des textes absurdes, une virtuosité tout à fait vaine, des décors ridicules. Wagner dit non, il faut retrouver le sens profond du tragique. Et ça, c'est moi qui l'invente, c'est le Musikdrama, le drame musical, ou l'œuvre d'art total qui va réunir non seulement tous les arts, mais ça, tous les opéras le font. La danse, les décors, le théâtre, la musique. Ce qui, c'est pas simplement une affaire de mise en commun de tous les arts, c'est surtout la réunion, la synthèse entre l'épique, le récit héroïque, et la musique qui, en elle-même, ne raconte rien, ne dit rien. Donc, ce que fait Nietzsche avec ces trois problèmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire une équivalence entre le principe grec apollinien, d'un côté, le monde comme représentation schopenhauérien, on a déjà vu qu'ils fonctionnaient ensemble, et l'aspect esthétique du drame, le théâtre, l'épopée, le mythe en réalité, le mythe évidemment qui nourrit absolument toute la dramaturgie de Wagner. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il va mettre Dionysos, expression du monde en soi, du monde comme volonté, lui-même exprimé par la musique dont Schopenhauer, le premier, disait que c'était l'art qui nous rapprochait le plus du monde en soi, du monde comme vouloir vivre, parce que la musique est pur devenir, elle n'est pas individuée, elle est j'allais dire sans forme, évidemment, la musique mais elle n'est pas un objet à proprement parler. Elle est un processus, une vibration, un devenir. Et Schopenhauer estime que la musique est, dans le monde comme représentation, l'image non visuelle la plus proche du monde comme vouloir vivre, comme énergie cosmique. C'est un terme qu'il n'emploie pas, mais qui est assez parlant. Alors, évidemment, ce travail-là, articuler ces trois problèmes, c'est compliqué. Si Nietzsche avait eu un directeur de thèse, le directeur de thèse lui dit qui trop embrasse mal étreint, choisissez, circonscrivez mieux votre sujet. Non, là, Nietzsche, il y va à fond. D'autant que son livre « La naissance de la tragédie » a un but qui, lui, est à la fois culturel, politique, philosophique. Nietzsche avance la thèse que la fin de la tragédie, la mort de la tragédie, qui n'a eu quasiment qu'un siècle d'existence et d'apogée, correspond au début d'une longue décadence de la culture grecque, non seulement de la culture grecque, mais de la culture occidentale, début d'une décadence dans laquelle nous serions encore aujourd'hui. Quelle est cette décadence? C'est précisément le renoncement à une justification esthétique de l'existence, à une justification esthétique de la souffrance. La justification esthétique de la souffrance, c'est le tragique. C'est ça le tragique. Et selon Nietzsche, le tragique se perd en raison, pour le dire, encore une fois, je vais vous dire ça tout le temps, pour le dire très vite, parce que j'aimerais en parler des heures, Nietzsche voit dans la culture socratique, dans la figure de Socrate, qui invente la philosophie, qui en tout cas fonde à travers Platon la philosophie occidentale. Socrate, lui, selon Nietzsche, est un ratiocinateur qui, d'une certaine manière, indigné par le tragique, l'irrationalité de l'existence, va essayer de la justifier d'un point de vue entièrement logique et rationnel. Et ça, c'est le grand point de bascule socratique. L'existence se justifie par la logique et non par l'esthétique. Et puis viendra, c'est évidemment associé, le grand disciple de Socrate, Platon, qui, selon Nietzsche, si on grossit un peu le trait, va ancrer ce dualisme profond de la culture occidentale,
le monde des apparences, le monde empirique, le monde imparfait, et le monde parfait, absolu, le monde des idées, le monde intelligible, monde de la pure contemplation par le philosophe, ou Kant dira par le sujet connaissant, au fond deux mondes qui se séparent. Et Nietzsche verra dans le dualisme la séparation entre deux mondes, un monde d'ici-bas et un monde d'en haut, la structure fondamentale de la culture occidentale, non seulement platonicienne, mais chrétienne, évidemment. Les premiers grands philosophes chrétiens sont des néo-platoniciens. Donc évidemment, il y a une part, c'est pas le lieu ici, il y a une part de grande injustice à accuser Platon d'un dualisme strict, d'une dévalorisation du monde d'ici-bas et d'une exaltation du monde d'en haut, mais potentiellement, c'est un héritage qui s'est développé en tout cas de cette manière-là, et la parole christique, mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde d'ici-bas n'est rien, n'est qu'un passage, la vérité, la valeur, le bien, le vrai est absolu. Bon. Et Nietzsche, toute sa vie d'ailleurs, va travailler contre ce dualisme, ces dualismes fondamentaux entre l'apparence et la réalité, entre l'illusion et la vérité, entre le temps et l'éternité, entre le monde d'ici-bas et ce que Zarathustra appellera les arrière-mondes, qui en fait, selon Nietzsche, ne servent qu'à déprécier ce monde-ci. On pose un monde parfait pour pouvoir dire ce monde-là est mauvais. Voilà. Décadence depuis la mort de la tragédie. Et quand je vous disais la naissance de la tragédie, c'est un mauvais titre parce que Nietzsche développe la mort de la tragédie, la longue décadence de la culture apollino-dionysiaque grecque. Et cette décadence, selon Nietzsche, elle est encore présente jusqu'à nos jours, et c'est une décadence y compris dans le domaine de l'art, puisque l'art n'est plus capable de justifier d'un point de vue tragique l'existence, jusqu'à Wagner. Wagner qui s'est fixé lui-même ce but-là, régénérer, faire ressusciter le tragique grec, c'est-à-dire la justification esthétique de ce dualisme métaphysique entre les mondes et esthétique entre le monde de la représentation et le monde purement musical. Or, vous savez que Wagner, reprenant ses critiques, reprenant une expression de Berlioz, parlera de l'art de l'avenir, de la musique de l'avenir, Zukunftsmusik. Et il est quand même très intéressant de voir que 15 ans plus tard, lorsque Nietzsche se sera détourné de Wagner, on y viendra, Nietzsche annonce que sa philosophie est une Zukunftsphilosophie, une philosophie de l'avenir. Il reprendra le même terme 15 ans plus tard pour désigner sa propre mission philosophique. Mais dès la naissance de la tragédie, Nietzsche recherche, comme Wagner, les conditions d'une régénération de la culture, en vue d'une culture qu'il appellera supérieure, c'est-à-dire une culture dont le vocabulaire nietzschéen plus tardif, qui est un vocabulaire délicat à employer, plus saine, plus forte, j'aurais envie de dire surtout une culture plus synthétique, c'est-à-dire une culture de la réconciliation, entre guillemets, une culture de l'affirmation, plus exactement chez Nietzsche, précisément de la souffrance tragique de l'existence. Alors, le jeune Nietzsche, c'est quand même sa première publication, et là, dans le monde universitaire, on le connaît, le monde universitaire, ça fait un tollé. Tout le monde lui tombe dessus. Déjà, tout le monde est un peu jaloux qu'il ait eu son poste si jeune et sans doctorat. Mais là, tout le monde se déchaîne. Qu'est-ce que c'est que ce délire métaphysico-musical? Qu'est-ce que c'est que ce professeur de philosophie qui nous parle de Schopenhauer, qui est détesté à l'université? Tout le monde admire Hegel à cette époque-là. Hegel qui est le grand ennemi de Schopenhauer. Ces délires musicaux, mais ce Wagner, c'est qui? Les profs d'université connaissent pas beaucoup Wagner. Bon.
ça va assez mal. Ça va assez mal et comme toujours à l'université, la querelle va se faire par articles interposés. Et il y a un jeune collègue de Nietzsche, Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, on va l'appeler Wilamowitz, qui a 4 ans de moins que Nietzsche, qui a fait les mêmes études que lui, à Pforta, au lycée, et puis à Bonn, et qui publie 4 mois, en mai 72, 4 mois après, 5 mois après la naissance de la tragédie, un article qui s'appelle Zukunftphilologie, la philologie de l'avenir. C'est évidemment un titre ironique. Et Wilamowitz va attaquer, il va se faire le porte-parole de l'académisme contre ce jeune professeur complètement hérétique, complètement délirant. Ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche avait un très grand professeur de philologie à Leipzig, Ritschl, qui est un des grands maîtres de la philologie allemande au XIXe siècle. Ils étaient très proches. Ritschl l'a beaucoup aidé justement pour obtenir son poste. Et Ritschl lui écrit une lettre, après avoir lu La naissance de la tragédie, écrit à Nietzsche une lettre tout à fait intéressante. Je vous dirai pourquoi. Ritschl lui écrit: Cher Nietzsche, j'appartiens de tout mon être à la tendance historique et à la considération historique des choses humaines. Et si résolument que la rédemption du monde, vocabulaire wagnérien et nietzschéen à cette époque-là, que la rédemption du monde ne m'a jamais paru avoir été trouvée dans l'un ou l'autre système philosophique. Il est impossible que vous attendiez d'un érudit comme moi qu'il ne voie que dans l'art la force libératoire et rédemptrice qui reconfigure le monde. Voilà un maître qui tape sur les doigts à son disciple en lui disant « Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. L'art, c'est très bien, mais les grandes idées sur la rédemption du monde, ça n'est pas votre métier. Votre métier, la philologie, est un métier de recherche historique. Considération historique des choses humaines et pas des choses des mondes supérieurs. Si j'insiste là-dessus, c'est que, on le verra, lorsque Nietzsche se sera détourné de Wagner, à l'époque de Humain trop humain, disons 78-80, je vais y revenir, Nietzsche, dès la préface, va défendre très exactement la position de Ritschl. C'est-à-dire que Nietzsche reviendra ou viendra à cette considération historique des choses humaines, et il ajoutera des choses humaines trop humaines. Et il entendra par historique une méthode qu'il développera, c'est-à-dire une méthode qu'il appellera beaucoup plus tard généalogique. Nous y reviendrons, mais je pose ces bases-là. Après l'article de Wilamowitz, il y a tout un ping-pong. L'ami de Nietzsche, Erwin Rohde, écrit un article qui s'appelle Afterphilologie. After veut dire en allemand pseudo-philologie, à quoi Wilamowitz écrit une deuxième partie à son article Philologie de l'avenir. Ça commence à devenir assez chaud pour Nietzsche à son poste. Wagner intervient lui-même. Et il publie une lettre ouverte de défense de Nietzsche en juin 72 dans le journal Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Une lettre ouverte comme Wagner savait les écrire, tout à fait insultante pour Wilamowitz, mais qui est intéressante aussi parce que Wagner, et on l'oublie quelquefois, exprime une profession de foi très très fervente et très explicite pour la philologie classique, en disant mais qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez que moi je fais de l'art sans culture mythologique, historique, linguistique ? De fait, Wagner était un autodidacte, mais il a beaucoup travaillé à la fois sur la tragédie grecque, sur la formation des langues, sur la mythologie germanique, sur Shakespeare. C'était un lecteur tout à fait dévorateur de livres. Il était un peu bordélique parce qu'il ne savait pas comment faire, mais il avait en tout cas une conscience, selon lui, une conscience historique extrêmement forte. Il développe aussi des accusations tout à fait assassines contre l'université, le fait que précisément l'université est déconnectée de la culture, de la véritable culture, celle justement qui est censée produire cette justification, cette consolation esthétique du tragique de l'existence. Il dit aussi que
l'université coupe la jeunesse de ses forces vitales, de ses forces créatrices, et que la véritable éducation ne se fait pas dans l'université, et évidemment université d'État. Wagner, comme Nietzsche, est un anti-étatique et il oppose très fermement la culture véritable à l'État. À une époque où, précisément, en Allemagne, sous l'égide hegelienne, l'État est tout de même l'assomption de la raison dans le monde. C'est-à-dire que l'État incarne la perfection de l'esprit humain. Et alors c'est intéressant parce que autant la naissance de la tragédie de Nietzsche était très inspirée par les écrits théoriques, Wagner en a écrit beaucoup quand il était en exil à Zurich après l'échec de la Révolution de 48, c'est très influencé, quelquefois même littéralement, dans cette lettre ouverte de Wagner, lorsqu'il parle de la culture des universités. Wagner s'inspire parfois à la lettre de conférences que Nietzsche avait données, qui s'appelaient « De l'avenir de nos établissements d'enseignement ». Une série de 5 conférences qu'il avait données à cette époque-là, en 72. Des textes extrêmement intéressants qu'il est toujours bon de relire aujourd'hui, y compris sur la situation actuelle. Wagner intervient, donc ça c'est quand même un grand signe, mais la polémique a été extrêmement humiliante pour Nietzsche, et lors du semestre d'hiver 1872, Nietzsche n'a plus d'étudiants. Les amphithéâtres sont vides, quelquefois 1 ou 2. Donc ça devient problématique. Les Wagner, Richard et Cosima, sont assez inquiets. Ils envisagent même d'aller demander le soutien de Bismarck lui-même. Ils ne le feront pas, mais ils y pensent. Nietzsche est donc à l'université extrêmement isolé. Et cet isolement va le rendre d'autant plus proche et dépendant des Wagner, qui justement représentent une autre sphère, la sphère artistique, la sphère non académique. Toutefois, dès les débuts, dès cette période-là, leur amitié est extrêmement ambiguë. On voit dans la correspondance entre les Wagner et Nietzsche des inquiétudes des deux côtés. D'une part, Wagner a beaucoup admiré la naissance de la tragédie, et il lui écrit une lettre tout à fait étrange où il lui dit votre ouvrage est magnifique, je croyais y percevoir, en gros, là c'est moi qui paraphrase, je croyais y percevoir le résultat, l'influence de toutes nos discussions, puisque Schopenhauer, la régénération de la culture, la tragédie grecque, nous partageons tout cela, et pourtant je vous lis, et vous suivez un chemin complètement personnel. En fait, je ne vous suis pas. Donc Wagner dit à la fois c'est un peu trop haut pour moi, parce que le texte de Nietzsche, d'abord Nietzsche est évidemment un grand génie philosophique, même si ce texte a des défauts, et puis Nietzsche va bien au-delà de ce que Wagner pensait que Nietzsche défendait simplement. Donc non seulement il lui dit je n'arrive pas vraiment à vous suivre, mais il lui dit aussi vous êtes en train de suivre un chemin très solitaire. En gros, je ne peux rien pour vous. Étonnamment, Wagner lui dit je croyais que nous pensions la même chose, mais en fait, vous êtes en train de m'échapper. Or, Nietzsche a 25 ans, Wagner, dont on connaît la personnalité, en a 55. C'est pas simplement une amitié comme ça, c'est une relation de maître à disciple. Et Wagner, par ailleurs, quelle que soit l'amitié qu'il ait eue l'affection qu'il ait eue pour Nietzsche, était très intéressé à avoir un universitaire dans la place, dans le monde académique, qui défende son œuvre. Parce que Wagner est très isolé. Nous sommes avant le festival de Bayreuth, il faut le voir. Donc Wagner est très isolé. Au point que un jour, Nietzsche dira « Non, mais moi, je laisse tomber l'université, je viens m'occuper, je viens vous donner un coup de main pour le festival de Bayreuth et tout ça. » Et Wagner et Cosima, surtout, lui disent « Non, c'est gentil, mais reste où tu es. Reste où tu es. » Parce qu'en réalité, ils le veulent dans le monde académique. De son côté, Nietzsche... par ailleurs, Nietzsche est une personnalité singulière. Vous savez par ailleurs qu'il était atteint d'une
d'une affection, d'une maladie qui va énormément affecter son cerveau et ses fonctions vitales, hein, comme la digestion, la vue, etc. Il souffrait de migraines atroces. Il en a souffert toute sa vie. Une grande partie de sa philosophie est écrite à partir de l'expérience de la maladie et de la souffrance. Et vous savez que à 44 ans, 45 ans, Nietzsche va subir un effondrement psychique et restera 10 ans légume, hein, complètement végétatif. Question de sa folie, bon, n'en parlons pas ici, mais en tout cas, dès cette époque-là, les Wagner, entre eux, on le voit dans leur correspondance, se disent le père Nietzsche, il est sympa, mais des fois, il débloque. Hein, donc, ils craignent pour sa santé psychique. De son côté, Nietzsche sent bien le problème de la dépendance. Wagner fait partie de ces personnalités, un peu comme Picasso, qui sont absolument centripètes, mais qui sont dévoratrices, qui consument les personnes autour d'eux. Wagner est évidemment un ego énorme, et Nietzsche a besoin, lui, de se développer. Donc Nietzsche, de temps en temps, a besoin de prendre de la distance, et il parle dans une lettre de la nécessaire, il parle d'une espèce de cordon sanitaire. Il dit je suis fidèle et je suis présent pour tout ce qui est important, mais dans les petites choses, dans la vie quotidienne, j'ai besoin de distance. Il faut que les Wagner me laissent un peu tranquille. Nous parlions de Bayreuth. En 1872, cette même année, est posée la première pierre du festival de Bayreuth. Hein, on construira la maison du festival. Le premier festival aura lieu 4 ans plus tard, en 1976. Et c'est un moment où, d'abord, c'est un moment où les Wagner quittent Tribschen. Donc Nietzsche n'a plus son île des bienheureux. Bayreuth, c'est en Bavière, c'est plus loin. Et commence maintenant la grande aventure bayreuthienne de Wagner, qui va solliciter toutes ses forces, y compris auprès de la société allemande, pour des financements, pour de la reconnaissance, etc. La première pierre est posée, Nietzsche y assiste. Nietzsche, d'ailleurs, dans un très beau texte, dit « J'ai vu ce jour-là que Wagner était seul ». Il était entouré de toute sa clique de wagnériens. C'était un symbole, mais Wagner est inquiet pour l'avenir. Et c'est très beau parce que cette description qu'il donne, c'est en réalité le reflet des propres inquiétudes, de la propre solitude de Nietzsche face à l'avenir de la culture qui, hier comme aujourd'hui, n'est jamais extrêmement enthousiasmant. Problème d'argent, Nietzsche se dit « je vais aider ». Il écrit et publie un appel aux Allemands. Donc, en gros, c'est une lettre où il demande publiquement à ce que la société, les Allemands, les citoyens, soutiennent Wagner. Sauf qu'il n'est pas très diplomate et qu'au lieu de dire aux Allemands soyez gentils, aidez-nous, etc., il leur dit vous êtes nuls, vous ne voyez pas ce qui se passe sous vos yeux. Et il écrit cette phrase extraordinaire. C'est vers vous les Allemands, hein, alors qu'il leur demande de l'argent, c'est vers vous que vont nos craintes. Vous ne voulez rien savoir de ce qui arrive. Et peut-être bien que vous voulez empêcher par ignorance que quelque chose arrive. L'appel aux Allemands est très beau, mais il est refusé par le comité de soutien des Wagnériens qui disent non, là c'est vraiment contre-productif. Le temps passe, nous arrivons en 1976, ouverture du premier festival de Bayreuth. À cette occasion-là, début juillet, juste quelques semaines avant le festival, Nietzsche publie, alors entre-temps, hein, il a publié ce qu'on appelle les considérations inactuelles, Unzeitgemäße Betrachtungen, qui sont au nombre de 4, qui parlent la première de philologie, la deuxième d'histoire, la troisième de Schopenhauer, et la quatrième parle de Wagner. C'est donc un texte assez polémique qui s'appelle Richard Wagner à Bayreuth. Ce texte-là est extrêmement intéressant parce que c'est un texte qu'il écrit encore dans la volonté de promouvoir Bayreuth et Wagner. C'est un texte qu'il écrit avec encore cette admiration, cette passion pour Wagner. Et c'est un texte qui pourtant est complètement travaillé
par la nécessité de cette distance, par les premiers regards critiques, par quelque chose qui, on va le voir, va se retourner. Ce texte est donc vraiment sur une ligne de crête, en grand déséquilibre. Et on s'en aperçoit d'autant mieux quand on voit les brouillons de cette quatrième considération inactuelle, qui est en réalité beaucoup plus critique à l'égard de Wagner. Nietzsche enlève, polit, lisse beaucoup son texte pour la publication. Ce qui m'intéresse, c'est un passage absolument incroyable de description psychologique de Wagner. Ça nous intéresse, vous allez voir pourquoi. Parce que, je vous le dirai après, je vais d'abord vous le lire. Nietzsche parle donc de la personnalité de Wagner. Avec la maturité, sa nature apparaît redoutablement simplifiée, déchirée entre deux instincts ou encore deux sphères. Tout au fond, se déchaîne une volonté impétueuse qui semble chercher par toutes les issues, toutes les cavernes et toutes les gorges à éclater au grand jour et aspire à la puissance. Seule une force absolument pure et libre pouvait orienter cette volonté vers le bien et la générosité. Allant de pair avec un esprit étroit, pareille volonté, avec son désir tyrannique et sans borne, aurait pu prendre un cours fatal. En tout cas, il lui fallait trouver au plus tôt une percée vers l'air libre, parvenir à la clarté du jour et à la lumière du soleil. Un puissant effort sans cesse mis en face de ses échecs devient méchant. Il cherche chez les autres les raisons de son échec et dans sa haine passionnelle, il en vient à traiter le monde entier en coupable. C'est un texte extrêmement intéressant, pour plein de raisons. Que dit Nietzsche ? Il dit il y a deux sphères chez Wagner. D'un côté, le fond, qu'on peut dire pulsionnel ou inconscient, c'est-à-dire une avidité, une ambition, une agressivité, une volonté de puissance. Le terme volonté de puissance n'émergera chez Nietzsche comme un de ses grands concepts que 10 ans plus tard. Mais là, il parle d'une pulsion aveugle, souterraine, qui veut la puissance. On imagine bien, d'un point de vue psychologique, chez Wagner, un être extrêmement ambitieux, y compris arriviste, brutal dans les moyens. Enfin, on connaît le sale caractère de Wagner. Bon. Et il dit, mais de l'autre côté, il y a cet idéal contemplatif du génie, cette pureté, cette générosité, le bien, d'une certaine manière, la sphère du bien. Et que si Wagner n'avait pas eu cet idéal esthétique et moral, contemplation et compassion, s'il n'y avait pas eu cette ouverture-là vers le monde supérieur qui en fait un génie, eh bien, cette volonté de puissance, elle serait devenue méchante. Si Wagner n'avait pas trouvé une issue à... Freud parlera de sublimation. Si Wagner n'était pas parvenu à sublimer cette pulsion-là, s'il n'avait pas eu la possibilité de l'exprimer, c'est-à-dire son succès, s'il avait été frustré, il serait devenu méchant. Que veut dire méchant ici ? Il aurait accusé le monde entier. Voilà pour la psychologie de Wagner. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Nietzsche est en train de poser le fond de sa conception pulsionnelle, en connexion directe avec l'inconscient, avant Freud, du processus de la morale, de ce qu'il appellera, en 87, 11 ans plus tard, la généalogie de la morale. C'est-à-dire que une volonté de puissance, nous sommes tous animés de volonté de puissance, une volonté de puissance qui est empêchée, qui est souffrante, qui est affaiblie par la dureté du monde, se retourne et devient méchante. Non seulement méchante envers les autres, mais méchante envers soi-même. Elle se ronge elle-même, elle se fait souffrir, ce qu'on appellera la mauvaise conscience. Deux concepts très importants dans la généalogie de la morale, le ressentiment, on accuse le monde entier, je souffre donc tout le monde est coupable, et la mauvaise conscience, je souffre donc je suis coupable. Et c'est une cruauté évidemment extrême. On reconnaît là-dedans ce que Nietzsche considérera comme le coup de génie du christianisme, faire passer le ressentiment, l'intérioriser à la mauvaise conscience.
le monde est mauvais, je suis pécheur. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, nous avons encore deux mondes. Nous avons le monde obscur de la volonté de puissance et puis le monde idéal de la contemplation platonicienne ou esthétique. Sauf que, il ajoute une phrase, Nietzsche. Il va plus loin dans la psychologie de Wagner. Et il dit « Une des sphères de son être est demeurer fidèle à l'autre par un amour libre et dénué de tout égoïsme, compassion, contemplation désintéressée, donc morale, le bien. Un amour libre et dénué de tout égoïsme, la sphère créatrice, innocente et lumineuse est restée fidèle à la sphère sombre, indomptable et tyrannique. » Il est en train de dire que la sphère géniale, désintéressée, bonne, idéale de Wagner, en fait, reste fidèle à la sphère sombre, égoïste, tyrannique, méchante. Donc, ça n'est pas l'inconscient agressif qui est sauvé par l'idéal, c'est l'idéal qui est fidèle à cette tyrannie de l'instinct. Et là, Nietzsche, par une petite phrase, tout ça je vous en parle parce qu'il le développera beaucoup plus tard d'un point de vue strictement conceptuel dans sa philosophie, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle à ? Ça veut dire servir. Ça veut dire qu'en réalité, le monde idéal, l'idéal désintéressé, la compassion, la contemplation esthétique, le bien, le vrai, le parfait, sont des instruments de la volonté de puissance, que la volonté de puissance se donne pour s'élever et se libérer. Donc, en réalité, il n'y a pas deux sphères. Il y a une sphère profonde, appelons-la l'inconscient, qui est pure férocité de puissance. Et là, on ne parle pas de Wagner, on parle de l'existence même, qui va se donner, qui va se sublimer, là aussi, concept qui anticipe sur Freud, pour pouvoir se libérer et pour pouvoir s'élever, une autre manière de gagner en puissance. C'est-à-dire non pas la puissance brute, tyrannique, mais une puissance souveraine qui va sublimer l'agressivité dans la hauteur d'un monde idéal. Et on revient à ce dualisme inventé des arrière-mondes par ruse de la pulsion, des pulsions de puissance et de l'inconscient. Ça va jusque-là ? Bon. J'en étais où ? Voilà. Alors, Wagner reçoit le texte de la 4e inactuelle et il a une réponse absolument lapidaire. Il lui écrit un petit mot. Quand même, c'est un texte sur lui-même. Hein. Et Wagner lui dit « Cher ami, votre livre est énorme. » Intéressant en allemand. Ihr Buch ist ungeheuer. Les Allemands d'aujourd'hui, quand ils disent ungeheuer, c'est comme en français aujourd'hui, c'est énorme, c'est génial. Ungeheuer veut dire monstrueux. Monstrueux. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on traduit votre livre est énorme, on imagine que Wagner ne va pas dire à la face de Nietzsche votre livre est monstrueux, mais le mot qu'il emploie dit en même temps et tout autant votre livre est monstrueux. Et il poursuit. Où avez-vous appris à me connaître ? Le premier festival de Bayreuth arrive à l'été 76. Et alors là, Nietzsche somatise, mais à mort, migraine, vomissement, angoisse. Il s'en va, sa sœur le rappelle, il revient, il fait la gueule. Enfin, il va pas bien du tout. Il va pas bien du tout. Et pourquoi ? Il n'ose pas trop le dire, mais on le voit dans sa correspondance. Il écrit d'abord à sa sœur au mois d'août. Je dois reprendre toute ma contenance pour supporter la déception sans borne de cet été. À présent, tout est pour moi poison et préjudice. Et 2 ans plus tard, il écrira à Mathilde Mayer, une amie qu'il avait, d'adepte inconditionnel, je suis devenu adepte conditionnel. En ce qui concerne Wagner, j'avais vu le plus élevé, son idéal. C'est avec cela que je suis venu à Bayreuth. C'est à cause de cela que je fus déçu. Donc ce que Nietzsche dit, il dit 2 choses. Il dit d'abord, j'ai été déçu de voir que
Wagner reforme autour de lui une cour. Et qu'il est extrêmement travaillé par la vanité, par la volonté de puissance, et qu'il s'agit moins de régénérer la culture que de s'auto-glorifier, et de s'imposer ce que Wagner a toujours tenté de faire, et il a beaucoup travaillé à ça, être reconnu, évidemment, comme artiste. Mais il dit aussi autre chose, il dit aussi une déception qu'il partage avec Wagner. Ce qui fait que c'est pas simplement à cause de ça qu'on se fâche. C'est pas juste parce que mon ami a été très prétentieux et très opportuniste que je ne lui parle plus. J'ai encore une connexion avec lui parce que nous partageons une même déception qui est bien plus grande. Le festival de Bayreuth devait signer le début d'une régénération de la culture. Or, qu'est-ce qu'on a vu à Bayreuth? On a vu un opéra avec des décors mal fagotés, avec un orchestre qui a tenu comme il a pu, avec un public extrêmement bourgeois qui bouffait de la saucisse et de la bière à l'entracte et qui n'était content d'être ici que parce qu'on les y voyait, qu'il se trouve, ça, ce serait un sujet en soi, que cette Allemagne-là, wagnérienne, qui commence à admirer Wagner, est une Allemagne antisémite, nationaliste, pan-germaniste, ce que Nietzsche abhorre. Voilà. Et Nietzsche se dit, là, Wagner est en train de cristalliser autour de lui l'inverse de ce qu'il recherche, c'est-à-dire le pire de la décadence moderne. Bon. La rupture arrive 2 ans plus tard, avec la publication, j'y faisais allusion tout à l'heure, d'un très grand livre, et assez gros d'ailleurs, en 2 parties, sur 2 ans, Humain trop humain. Nietzsche a pris un congé, d'abord provisoire, puis définitif de l'université. En 1979, il obtient une pension de l'université. D'abord, il est malade, il peut l'obtenir grâce à ça, mais il ne supporte plus l'enseignement. Il mènera le reste de sa vie comme, disait-il, un fugitif errant. C'est là qu'il descendra dans le sud, Côte d'Azur, Italie, Suisse. Et il exécrera l'Allemagne. Oui, le Humain trop humain sort en 78. L'année d'avant, en 77, c'est à ce moment-là que Nietzsche écrit ce texte-là, Humain trop humain. Il est avec, j'essaie de ne pas rentrer dans les détails, mais j'arrive pas. Il va passer les mois d'été à Sorrente, dans la baie de Naples. Il est avec Malvida von Meisenbuch, une amie plus âgée que lui, qui est une grande wagnérienne, une idéaliste, comme elle disait elle-même. Et un jeune professeur de psychologie et médecin, Paul Rey. Paul Rey, que vous connaîtrez peut-être à cause de la trinité du trio qu'il formera avec Andreas Salomé quelques années plus tard. Il se trouve que Paul Rey est très influencé par les moralistes français, La Bruyère, La Rochefoucauld, Pascal, Chamfort, et aussi par ce qu'on appelle les utilitaristes anglais. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ce qu'il pratique comme philosophie, comme psychologie, il a écrit plusieurs livres, dont un en 77 qui s'appelle L'origine des sentiments moraux. Il écrit en même temps que Nietzsche écrit son Humain trop humain. C'est ce qu'on appellerait un réductionnisme, c'est-à-dire réduire tous les idéaux absolus et toutes les valeurs universelles à l'expression de pulsions psychologiques. C'est-à-dire qu'on réduit l'idéal ou le moral à une explication psychologique. Pensez au XVIIe siècle, comment La Rochefoucauld et La Bruyère ne cessent d'expliquer celui-ci, tel homme de cour, est désintéressé, ou il est altruiste parce qu'il est égoïste. Il est modeste parce qu'il est vaniteux. Il est gentil parce qu'il est méchant. Il est généreux parce qu'il est jaloux. C'est-à-dire cette manière, ça, qui est le b.a.-ba de la psychologie, et que les moralistes français ont mené très très haut, comment une valeur affichée est toujours au fond servie derrière par une pulsion qui en est l'inverse.
j'allais dire une pulsion mauvaise, mais qui en réalité n'est ni bonne ni mauvaise. Mais c'est au fond cette volonté de puissance qui se donne l'apparence de la vertu, du désintéressement, de l'altruisme, pour asseoir sa puissance. Et ce réductionnisme-là, cette psychologie-là, que Nietzsche appellera plus tard psychologie des profondeurs, et qui n'est pas, encore une fois, sans anticiper la psychanalyse, l'économie pulsionnelle, la machinerie qui travaille sous les idéaux. Eh bien, ces textes-là de Paul Rée vont beaucoup influencer Humain trop humain. Et Humain trop humain, c'est vraiment le Nietzsche tel qu'en lui-même qui apparaît. C'est un Nietzsche qui s'est libéré de Schopenhauer, qui se libère de Wagner, qui se libère de ses restes idéalistes et qui va devenir, tel qu'en lui-même, le plus formidable psychologue des profondeurs que nous ayons eu. Et donc, Humain trop humain démonte tout l'idéalisme à la fois métaphysique, moral, esthétique, le culte du génie, la perfection, le bien, l'absolu, l'altruisme, le désintéressement, tout ce que vous voulez, tout y passe. Et à travers ça, évidemment, Nietzsche, qui a été si influencé par Schopenhauer, va écrire des pages qui commencent à devenir assassines sur Schopenhauer, et il va le critiquer à tout point de vue. Je passe les détails, d'un point de vue métaphysique, comme quoi notre expérience, notre volonté nous permettrait d'accéder à l'en-soi. Ça, c'était l'hérésie kantienne. On ne sort pas des conditions de notre connaissance. Donc, nous n'avons accès qu'au monde empirique, jamais au monde intelligible. Ça, Kant l'avait bien dit. En ce sens, Nietzsche est plus kantien que schopenhauerien. Et ensuite, évidemment, il va attaquer cette morale de l'abnégation, qui est, selon lui, une morale nihiliste, c'est-à-dire, au fond, débrancher la volonté, débrancher le désir, pure contemplation, pure compassion, une espèce de nirvana. Schopenhauer a été influencé parce qu'on savait à l'époque du bouddhisme, donc il emploie le terme de nirvana, c'est-à-dire l'abolition du désir. L'abolition du désir. Et au fond, pour résumer, d'un point de vue philosophique, ce qui se joue là, c'est Nietzsche qui le dit lui-même. Schopenhauer disait « vouloir enchaîne ». Notre désir nous enchaîne, nos passions nous enchaînent, ce qui n'est pas contre-intuitif. On se sent plutôt enchaîné par nos passions. Nietzsche dit, Zarathustra en l'occurrence, vouloir libère. Et tout le jeu va se jouer autour de ça. Schopenhauer va en arriver à vouloir abolir, nier le vouloir vivre, mettons la volonté de puissance, il y a des différences, mais c'est l'héritage. Et Nietzsche va dire, au contraire, il faut l'affirmer, affirmer la puissance, affirmer l'existence, affirmer l'apparence, affirmer l'illusion. Bref, c'est ce que Nietzsche appellera une pensée tragique, le oui au tout de l'existence. Bon. Je sens que je suis trop long. Oh là là, si. Ah, bon. Vous avez 2 minutes encore. Bon. Pardon. Nietzsche envoie Humain trop humain à Wagner, à Richard et Cosima Wagner. Et là, Wagner est furieux. Il jette le livre pendant plusieurs jours. Il ne veut pas le lire, il ne veut pas y revenir. Cosima, lui, non, mais regarde, essaie de regarder. Non. C'est dans les journaux de Cosima qu'on a ça. Cosima est inquiète. Wagner est furieux, triste, déçu. Que s'est-il passé dans Humain trop humain que Wagner a très bien compris? Ce qui s'est effondré, c'est la vénération. En attaquant Schopenhauer, alors, dans Humain trop humain, Nietzsche parle beaucoup de l'artiste idéaliste. Il ne prononce jamais le nom de Wagner. Jamais. Si, une fois, mais remarque incidente, absolument pas, sans conséquences philosophiques. En revanche, il a attaqué Schopenhauer, il a attaqué surtout la métaphysique du génie, c'est-à-dire la possibilité pour un artiste d'exprimer cette contemplation, qui est à la fois contemplation esthétique et désintéressement total, pitié, compassion. Souvenez-vous quand même que dans Parsifal,
Le savoir de Parsifal est un savoir par compassion. Ein Wissen durch Mitleid. C'est la compassion, ce qui est un grand geste chrétien, le savoir de Parsifal, idiot du village, le savoir, la transfiguration de Parsifal, c'est la connaissance de la pitié. Donc c'est très marqué chez Wagner. Donc cela, Nietzsche le démonte entièrement, c'est-à-dire qu'il ôte à Wagner la justification philosophique de son génie. Wagner, 20 ans plus tôt, on y reviendra une seconde, lorsqu'il a découvert Schopenhauer, ça a changé sa vie, non seulement parce qu'il s'est dit « mais oui, c'est vrai, le monde est tragique, c'est terrible » et tout ça, et puis surtout, il a vu entre les lignes « ah mais voilà, le génie, c'est moi ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que Wagner avait besoin de reconnaissance, justement parce qu'il n'était pas un télo, qu'il était très isolé, et qu'il avait des prétentions intellectuelles très grandes. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup. Et donc, trouver dans une philosophie la justification métaphysique de son activité artistique, c'était évidemment... Voilà. Donc, Wagner a toujours fait la même chose. Hein. Avec Nietzsche, il a eu les mêmes espoirs. Il s'est dit, là, on a un jeune philosophe brillant, il est wagnérien, allons-y. Wagner est donc destitué de sa génialité et aussi de sa mission rédemptrice. Et Wagner, qui n'est pas idiot, il a bien lu ce travail historique, psychologique, réductionniste des grands idéaux à la psychologie des bas-fonds. Hein. Et il écrit un article, je ne sais pas, 2-3 mois après avoir... 6 mois après avoir lu Humain trop humain, il écrit un article dans le journal des Bayreuthiens, Bayreuther Blätter, qui a été, avec les années, de plus en plus un torchon antisémite épouvantable. Wagner écrit un article qui s'appelle « Public et popularité » et il écrit, sans citer Nietzsche, « Mais en attendant, là où, pour expliquer l'œuvre du génie, l'enchaînement des déductions logiques n'a pu être trouvé de manière tout à fait pertinente, on a recours à des forces naturelles plus vulgaires, reconnues le plus souvent comme des défauts de tempérament, comme la véhémence de la volonté, l'énergie univoque et l'obstination, autoportrait, pour ramener une fois encore, autant que possible, le sujet au domaine de la physique. » Il décrit très précisément ce que fait Nietzsche. Alors, physique, il faut l'entendre ici en un sens psychophysiologique, en un sens profondément pulsionnel. Pulsionnel, encore une fois, au sens qui sera employé par Freud plus tard. J'essaye de passer un peu vite. Wagner et Nietzsche ne se revoient pas. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils se voient, c'est en 77 qu'ils se voient physiquement. C'est à Sorrente, justement. Ensuite, ils s'écriront, ils s'envoient des petits mots pour les anniversaires. C'est un amour déçu, en réalité. Hein. Ils s'insultent pas, ils s'aiment beaucoup, mais leur chemin s'éloigne beaucoup trop. Et puis, il y a, en 82, le second festival de Bayreuth. De 76 à 82, Wagner n'a pas pu faire de festival. Donc le second, c'est en 82. Et c'est en 82 qu'il présente Parsifal. Nietzsche avait envoyé Humain trop humain. Et 4 mois plus tard, Wagner avait envoyé le livret de Parsifal. Et à cette époque-là, encore, en 77 encore, Nietzsche entendait parler de Parsifal. Et il disait... la magnifique promesse de Parsifal nous réconfortera dans toutes les choses où nous avons besoin de réconfort. Il lit les manuscrits de Parsifal et il est enthousiaste. Après la publication du Humain trop humain, où Nietzsche va affirmer sa nouvelle position philosophique, il écrit à un ami « Tout cela est trop chrétien, pas assez de chair et beaucoup trop de sang. Par ailleurs, je n'aime pas les femmes hystériques. » Pardon. Voilà. Nietzsche n'est pas invité au deuxième festival de Bayreuth. Sa sœur, qui deviendra une nazie patentée, qui lâchera les bottes à Hitler, Elisabeth, qui est vraiment... mais bon, ils s'adoraient. Elisabeth est invitée, elle est super copine avec les Wagner. Elle rencontre Lou Andreas Salomé. Il y a tout le monde, il y a toute l'Allemagne à Bayreuth.
Nietzsche n'y est pas. Il est seul et il lit les journaux pour essayer d'avoir quelques nouvelles. Nietzsche est très malheureux. Bon, par ailleurs, à cette époque-là, il rencontre Lou von Salomé juste après. Il va pas bien, Nietzsche, et la rupture avec Wagner ajoute à son isolement. Et le 13 février 83, Wagner meurt. Et Nietzsche s'en ouvre à son amie Malvida, la wagnérienne, et il lui écrit « La mort de Wagner m'a terriblement éprouvé. » D'ailleurs, physiquement, il est resté alité plusieurs jours. « Malgré tout, je crois que cet événement, à la longue, sera pour moi un soulagement. Ce fut dur, très dur, de devoir être pendant 6 ans l'ennemi de quelqu'un que l'on a vénéré et aimé comme j'ai aimé Wagner. Et même de devoir, en tant qu'ennemi, se condamner au silence, au nom du respect que l'homme dans son ensemble mérite. Et de fait, tant que Wagner a été vivant, il n'y a pas dans l'œuvre publiée aucune attaque nominative contre Wagner, hein, contre Schopenhauer, contre le génie, contre la musique allemande, contre tout ce qu'on veut, mais Wagner est épargné. Et peu à peu, maintenant que Nietzsche fera encore attention parce qu'il y a Cosima, et Nietzsche a beaucoup de respect, d'affection, voire d'amour, peut-être d'amour caché pour Cosima. Mais peu à peu, dans les textes publiés, le nom de Wagner va se multiplier. Il va apparaître massivement à partir de 1886 avec Par-delà bien et mal. Et les derniers textes, Nietzsche écrit beaucoup la dernière année, il va un peu mieux, c'est une espèce de sursaut avant l'effondrement. Il écrit quand même, d'abord il parle de Wagner dans tous ses textes, notamment son autobiographie intellectuelle Ecce Homo, mais il écrit un texte qui s'appelle Le cas Wagner, qui est un texte très ambigu, mais assassin pour Wagner, et ce que Wagner représente, et un recueil d'articles qu'il appelle Nietzsche contre Wagner. C'est-à-dire que vraiment, l'anti-wagnérisme devient un étendard. Les problèmes il y a 2 types de problèmes. Il faut bien distinguer le fait que Nietzsche, d'une part, vise les wagnériens. Et lorsqu'il attaque cette Allemagne idolâtre, en extase devant Wagner, parce que le succès est croissant, qui est cette même Allemagne qui est violemment antisémite, militariste, pangermaniste, nationaliste, que Wagner est cristallisé, jusqu'à l'époque nazie d'ailleurs, hein, et cristallisé, en même temps quand on va à Bayreuth aujourd'hui, on se dit que c'est pas complètement fini, mais Wagner a cristallisé autour de lui la pire évolution nationaliste de l'Allemagne. Donc ça, il y a l'attaque de Nietzsche contre les wagnériens. Et puis, il y a le règlement de compte à une bien plus grande hauteur, règlement de compte avec Wagner lui-même. Wagner, qui va peu à peu incarner, toujours ambigu chez Nietzsche, la sublimité dangereuse, j'ai envie de dire, de la décadence. Jamais Nietzsche ne méprise ce qu'il attaque, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a un génie, comme dans le christianisme, il y a un génie du christianisme, il y a un génie de Wagner, qui sont la psychologie moderne de la décadence poussée à de hauts degrés de sublimité. Nietzsche est conscient que ce soit le christianisme dans son ensemble, que ce soit Wagner à son époque, que ce sont l'expression de haut degré de culture, mais de haut degré de culture décadent, exprimant un certain type de rapport à la volonté de puissance, qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure. Il attaque, bon là je vais quand même passer un peu, il va l'attaquer quelquefois de manière injuste sur le retour de Wagner au christianisme. C'est vrai que Wagner a quand même été un anarchiste socialiste, ami de Bakounine, disciple de Feuerbach, révolutionnaire quand même. Il était sur les barricades en 1948. Il va devenir un peu comme le vieux Louis XIV avec la Maintenon, Madame de Maintenon, avec l'âge et Cosima Wagner. Il va devenir de plus en plus catholique, de plus en plus conservateur et de plus en plus réactionnaire, de plus en plus paranoïaque avec l'âge et le succès. C'est souvent fréquent. Donc
son antisémitisme va devenir délirant. Bon, voilà, il y a un retournement du personnage qui joue la dévotion, etc. Et Nietzsche l'attaque là-dessus, et il dit une chose très très belle, ça c'est dans le cas Wagner, et j'ai presque fini. Wagner a, pendant la moitié de sa vie, cru à la révolution comme seul un Français a jamais pu y croire. Il a cru trouver en Siegfried l'archétype du révolutionnaire. Siegfried et Brunhilde, le sacrement du libre amour, l'avènement de l'âge d'or, le crépuscule des dieux de la morale ancienne. Le navire de Wagner a longtemps joyeusement suivi ce cours. Sans aucun doute, c'est là que Wagner poursuivait sa plus haute quête. Que s'est-il passé ? Une catastrophe. Le navire a heurté un écueil. Wagner s'est échoué. Cet écueil, c'était la philosophie de Schopenhauer. Wagner s'était échoué sur l'écueil d'une conception du monde contraire à la sienne. C'est-à-dire que Nietzsche va développer ce qu'il considère être le génie de Wagner, c'est de s'être fondé sur un mensonge et sur un illusionnisme. Nietzsche va accuser Wagner d'être un histrion, un comédien de son propre idéal. Imaginez Wagner, révolutionnaire, un homme qui a été vraiment un homme de gauche, qui a été un homme qui a cru au lendemain qui chante et à la régénération de la culture. Un homme qui tout d'un coup dit « Ah, Schopenhauer, oui, le monde est tragique, il n'y a que la compassion et la beauté qui peuvent nous sauver. » Tout d'un coup, cette componction, cette pause du grand tragique pessimiste. Voilà une des comédies de Wagner. Que fait Wagner en réalité, selon Nietzsche, c'est qu'il est c'est ce que Zarathustra appellera un grand magicien. Wagner nous hypnotise. Et je défie tout amateur de Wagner de ne pas me dire, de nier qu'il ait été à un moment drogué, anesthésié, hypnotisé par la musique de Wagner. C'est une musique qui est écrite pour ça. C'est-à-dire une musique pour justement abolir la volonté. Une musique pour se sentir prendre des dimensions cosmiques. Une musique pour ressentir une compassion infinie, Parsifal. Pour ressentir, avoir le sentiment de découvrir les secrets du monde. Un prélude de Wagner et vous vous sentez prendre des dimensions cosmiques. C'est magnifique, mais ça vous paralyse un troupeau, dirait Nietzsche. C'est-à-dire que cette élévation, ce nirvana est une pratique ascétique. C'est la méditation qui vous coupe du monde, qui vous fait renier vos propres désirs, votre propre volonté de vivre. Peut-être, Nietzsche n'était pas de gauche, mais votre propre élan révolutionnaire. Hein. Il est plus facile de s'identifier à la rédemption cosmique d'Isolde plutôt que d'aller se battre contre le système féodal du roi Marc. Ce sont des héros qui ne luttent pas. Wotan, le dieu des dieux, veut la fin. Il veut que ça finisse. Il veut la fin des dieux. Bon. Donc voilà. Wagner devient, selon Nietzsche, non seulement un comédien, évidemment avec un seul but, la volonté de puissance du magicien, du prêtre, hein, au sens très général, du pouvoir sacerdotal, celui qui va spiritualiser vos instincts au point de vous transformer en ascète, en esclave des arrière-mondes. Et c'est cela que Nietzsche ne pardonnera pas à Wagner. Il ne cessera pas de l'aimer et il ne cessera pas d'aimer sa musique précisément à cause de cette magie incroyable. C'est parce que Wagner est génial qu'il est dangereux. C'est parce que Wagner est génial qu'il incarne une pointe extrême de notre culture. Mais Nietzsche le dit bien, j'ai cru que Wagner était un commencement, régénération de la culture. En réalité, Wagner est une fin. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, tout de même, je voudrais vous donner deux très courts extraits de Nietzsche écoutant la musique de Wagner à l'époque où il écrit les pires atrocités sur lui. Parce que quand même, il se déchaîne. Hein. Il savait être méchant. Mais en 1887, à une époque donc où il écrit des choses très méchantes sur Wagner, en 87, Nietzsche est à Monte-Carlo et il entend le prélude de Parsifal en concert. Et il écrit pour lui-même dans ses carnets.
prélude de Parsifal, le plus grand chef-d'œuvre du sublime que je connaisse. La puissance et la rigueur dans l'appréhension d'une terrible certitude, une indescriptible expression de grandeur dans la compassion envers elle. On accuse souvent Nietzsche d'avoir attaqué l'altruisme, la compassion, enfin, voilà, l'absence d'empathie. L'absence d'empathie, c'est de la psychopathologie des serial killers ou des nazis. Attention, Nietzsche a toujours dit « la compassion est mon plus grand danger ». Je ne veux pas développer ça aujourd'hui. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la question de la compassion, c'est pas une question de l'affirmation de la violence, de la brutalité envers autrui. C'est une psychologie de la compassion. Que nous fait l'altruisme ? Redoubler la souffrance et nier le respect et la distance dus à celui qui souffre. En réalité, contre la compassion, Nietzsche appelait à la pudeur pour ceux qui souffrent. Et on s'est tous rendu compte que le meilleur moyen d'être un bon ami auprès de quelqu'un qui souffre, c'est la pudeur. Mettez-vous à pleurer avec lui en disant « c'est horrible, c'est atroce, ne dormez plus la nuit ». Moi, ma maman, quand elle est inquiète pour moi, elle est plus malade que moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, petite parenthèse. Je reviens à la musique. Je finis avec Tristan, 1888, dans Ecce Homo, qui a des pages, encore une fois, terribles contre Wagner. À propos de Tristan et Isolde, ça me paraît tellement juste. Mais aujourd'hui encore, je cherche en vain une œuvre qui est la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan et Isolde. Voilà. Et je finis par le plus beau résumé de la position ambiguë, complexe de Nietzsche à l'égard de Wagner. C'est dans le cas Wagner, c'est plus drôle. Je comprends parfaitement qu'un musicien d'aujourd'hui nous dise « je hais Wagner, mais je ne puis supporter aucune autre musique ». Je comprendrais aussi un philosophe qui déclarerait « Wagner résume la modernité, on a beau faire, il faut commencer par être wagnérien ». Voilà, je vous remercie. Bim 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 bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum 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 bim bim bum bum bim bim. C'était Dorian Astor lors d'une conférence du GREP autour de Amitié d'astres, Nietzsche et Wagner à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 janvier 2022. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sigo observando mi respiración como entra frío y sale tibio y no puedo callar la razón. Como el caracol me voy. Bim 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 bim. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue. Sigo intentando eso de buscar sin esperar.